Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure et de savoir. Si l'histoire de ce scientifique et son combat pour la survie vous captive, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour plus de contenu. Le monde du docteur Harry Storn s'était dissous dans un maelstrom de vert et de gris. Un instant, il se tenait sur le pont du Darwin S-Fin, un petit navire de recherche, ses jumelles focalisées sur le vol d'un pétrel. L'instant d'après, le ciel des Galapagos, d'un bleu insolent, s'était assombri avec une rapidité surnaturelle. Une garua, cette brume côtière, s'était transformée en un grain violent, une tempête équatoriale explosive qui ne figurait sur aucune prévision. Le navire, robuste mais minuscule face à la fureur de l'océan, fut soulevé par une vague scélérate. Harry se souvint d'un bruit de torsion métallique, des cris de ses deux collègues, puis du choc glacial de l'eau qui l'enveloppait, le tirant vers le bas dans une obscurité tourbillonnante. Il lutta, ses poumons en feu, désorienté, jusqu'à ce que sa tête heurte quelque chose de dur. Puis, plus rien. Il revint à lui sur une plage, non pas de sable blanc et doux, mais de grains noirs et grossiers qui collaient à sa peau. Chaque respiration était une douleur aiguë dans ses côtes, et sa tête battait au rythme des vagues qui venaient mourir à quelques mètres de lui. Il se redressa sur un coude, crachant de l'eau salée, et regarda autour de lui. Le ciel était redevenu d'un bleu pur et indifférent. Le soleil tapait déjà, promettant une chaleur accablante. De l'épave du Darwin S-Fin, aucune trace. De ses collègues, le biologiste marin et le géologue, non plus. Un sentiment de culpabilité et de perte, aussi vaste que l'océan devant lui, le submergea. La plage était une fine bande de sable volcanique noir, bordée d'un chaos de roches de lave déchiquetées et d'une végétation qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des cactus étranges, grands comme des arbres, côtoyaient des buissons bas et épineux et des arbres aux feuilles argentées. L'air était rempli de sons, le cri rauque des oiseaux de mer, un pépiment constant venant des buissons, et le bruit étrange, presque un sifflement, du vent passant sur les roches volcaniques. L'île semblait primordiale, une terre oubliée par le temps. Il sortit la petite carte plastifiée de l'archipel de sa poche. Elle était toujours là, mais en la consultant, son sang se glaça. Sa position approximative avant la tempête et la direction probable de la dérive le plaçaient dans une zone d'eau libre. Cette île, avec ses falaises abruptes et sa végétation unique, ne figurait sur aucune carte. Il était sur une terre inexplorée. La panique, froide et paralysante, commença à s'insinuer. Il fit l'inventaire. Il avait les vêtements qu'il portait, un short cargo et un polo technique, tous deux déchirés et trempés. Ses chaussures de randonnée étaient toujours à ses pieds, un petit miracle. Autour de son cou, l'objet le plus précieux de sa vie, qu'il protégeait par instinct plus que par réflexion, ses jumelles Leica, étanches et robustes. Dans une poche IP, son carnet de terrain, le papier résistant à l'eau cloquée mais lisible. C'était tout. Pas de radio, pas de GPS, pas de couteau, pas de feu. La soif se fit sentir, une sécheresse insistante au fond de sa gorge. Il savait qu'il ne pouvait pas boire l'eau de mer. Il lui fallait de l'eau douce, et vite. Il se leva, ses muscles protestant à chaque mouvement, et commença à marcher le long de la plage, cherchant une rivière, un ruisseau, n'importe quoi. Les roches de lave étaient coupantes comme du rasoir, et il devait se déplacer avec une extrême prudence. D'énormes iguanes marins noirs, semblables à des dragons miniatures, se prélassaient sur les rochers, le regardant passer avec un dédain préhistorique avant de cracher du sel par leurs narines. Des otaries curieuses sortaient la tête de l'eau pour l'observer. La faune était intrépide, une caractéristique des Galapagos, mais sur cette île, c'était encore plus prononcé. Ces animaux n'avaient probablement jamais vu d'humains. Pendant des heures, il chercha en vain une source d'eau le long de la côte. La chaleur devenait insupportable, et le désespoir commençait à le ronger. Il s'assit à l'ombre d'un rocher, la tête entre les mains. Il était un scientifique, un homme de logique et d'observation. Mais face à cette situation brute, ses connaissances semblaient inutiles. Que importait de pouvoir identifier les sous-espèces de pinsons de Darwin s'il devait mourir de soif? Les oiseaux étaient partout. Des frégates magnifiques planaient haut dans le ciel, leurs silhouettes de ptérodactyles se découpant sur le bleu. Des fous à pieds bleus nichaient sur les falaises, leurs cris nasillards remplissant l'air. Des dizaines de petits pinsons voletaient dans les buissons. Pour l'instant, il n'était qu'un bruit de fond pour sa misère, une bande-son ironique pour sa fin imminente. Il ferma les yeux, essayant de calmer le chaos dans son esprit. La voix de son mentor, un vieil ornithologue de Cambridge, lui revint en mémoire. N'observe pas seulement l'oiseau, Harris. Lis l'oiseau. Chaque battement d'aile, chaque cri, est une phrase. L'ensemble est une histoire. Apprends à lire l'histoire. Il rouvrit les yeux et leva ses jumelles. Il cessa de voir les oiseaux comme des objets d'étude ou des éléments de décor. Il commença à les voir comme des indicateurs, des survivants,
des experts de cette île bien plus que lui. Il n'était pas simplement ici, il vivait ici. Il savait où trouver de la nourriture, où se cacher des prédateurs, où nicher en toute sécurité. Et quelque part, dans leur comportement, dans leurs habitudes, se trouvait la réponse à sa question la plus urgente. Où trouver de l'eau? La panique ne disparut pas, mais elle fut rejointe par une nouvelle lueur, celle de la concentration scientifique. Il n'était pas un homme perdu. Il était le docteur Aristorn, ornithologue. Et ceci était le plus grand défi de terrain de sa vie. Il ajusta la mise au point de ses jumelles. La leçon commençait. La soif était devenue une douleur physique, une flamme dans sa gorge qui asséchait ses pensées. Harris savait qu'il ne lui restait que peu de temps avant que la déshydratation ne commence à altérer sérieusement son jugement et ses capacités physiques. Sa survie immédiate dépendait d'une seule chose, trouver de l'eau douce. Il se força à ignorer la panique qui lui murmurait de courir au hasard dans l'île et à s'asseoir sur un rocher plat qui lui offrait une vue dégagée sur la côte et le ciel. Il devait observer, réfléchir, être le scientifique qu'il était. Il balaya la falaise avec ses jumelles. Une colonie de fous à pieds bleus y avait élu domicile. Des dizaines de ces oiseaux emblématiques, avec leurs pattes d'un bleu céruléen presque comique, allaient et venaient. Il les observa pendant près d'une heure, forçant son esprit déshydraté à se concentrer sur les détails de leur comportement. Il vit des couples se livrer à leur parade nuptiale, se présentant mutuellement des brindilles et levant fièrement leurs pattes bleues. Il vit des parents régurgiter du poisson pour leurs poussins duveteux. C'étaient des oiseaux marins, leur vie était intrinsèquement liée à l'océan. C'est là qu'ils chassaient, c'est là qu'ils passaient la plupart de leur temps. Mais Harris savait quelque chose de crucial à leur sujet. Contrairement à d'autres oiseaux de mer comme les albatros, les fous n'ont pas de glandes à sel supraorbital très développées pour excréter l'excès de sel. Ils peuvent en gérer une certaine quantité, mais ils ont besoin de boire de l'eau douce régulièrement pour survivre. C'était son hypothèse de travail. S'il y avait de l'eau douce sur cette île, les fous devaient savoir où elle se trouvait. Il commença à suivre les trajectoires de vol des oiseaux qui quittaient la colonie. Beaucoup volaient directement vers la mer, partant en quête de nourriture. Leur vol était long et planant, suivant la côte. Mais il remarqua un autre type de vol. Quelques oiseaux, seuls ou par deux, quittaient la falaise et volaient dans la direction opposée, vers l'intérieur de l'île. Leur vol était différent, plus direct, plus déterminé, comme s'ils se rendaient à une destination précise. Ils ne cherchaient pas de nourriture. Ils allaient quelque part. Harris choisit un groupe de 3 fous qui s'élevèrent de la falaise et prirent cette direction intérieure. Il les suivit avec ses jumelles jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière une crête volcanique. C'était sa piste. C'était un pari insensé, basé sur une connaissance académique et une observation ténue, mais c'était le seul pari qu'il avait. Il quitta la relative sécurité de la plage et entama l'ascension. Le terrain était un cauchemar. Il traversa un champ de lava, des blocs de roches volcaniques fragmentés et incroyablement coupants. Chaque pas était un risque de chute ou de coupure profonde. La chaleur qui se dégageait de la roche noire était intense, ajoutant à son supplice. Il devait constamment s'arrêter pour reprendre son souffle, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il perdit rapidement de vue les oiseaux, mais il garda le cap, visant la crête derrière laquelle ils avaient disparu. Après une heure d'escalade épuisante, il atteignit le sommet de la crête. Il était couvert d'égratignures et de sueur. Devant lui s'étendait une vallée peu profonde, un paysage aride de roches et de cactus arborescents. Au loin, il aperçut à nouveau les silhouettes blanches des fous. Il semblait se poser près d'un affleurement rocheux particulier au centre de la vallée. Il sentit une bouffée d'espoir revigorer ses membres fatigués et il reprit sa progression, cette fois en descendant dans la vallée. Le terrain ici était différent, couvert de buissons bas et épineux qui s'accrochaient à ses vêtements. Des petits pinsons au bec fin voltaient autour de lui, curieux et sans peur. Il continua à avancer, ses yeux fixés sur l'affleurement rocheux. En s'approchant, il remarqua que la végétation était légèrement plus verte autour de la base des rochers. C'était un signe subtil, mais un signe d'humidité. Il arriva enfin à l'affleurement. C'était une formation de lave complexe, pleine de fissures et de petites grottes. Plusieurs fous à pieds bleus étaient perchés au sommet, le regardant avec leurs yeux perçants. Ils ne semblaient pas alarmés, juste curieux. Harris fit le tour de la base, cherchant. Il ne vit pas d'étang, pas de source. La déception commença à poindre. S'était-il trompé? Avait-il gaspillé ses dernières forces pour rien? C'est alors qu'il vit l'un des fous descendre du sommet, sautiller maladroitement sur le sol, et disparaître dans une fissure sombre au niveau du sol, une ouverture à peine assez grande pour qu'un homme puisse y ramper. Harris s'approcha. Un air frais et humide s'échappait de l'ouverture. Il se mit à 4 pattes et regarda à l'intérieur.
Ses yeux mirent un moment à s'adapter à l'obscurité. C'était l'entrée d'un tube de lave, un tunnel souterrain formé par une ancienne coulée de lave. Et au fond du tunnel, à quelques mètres de là, quelque chose scintillait dans la pénombre. Il rampa à l'intérieur. Le sol était frais. Après quelques mètres, le tunnel s'ouvrait sur une petite caverne. Le plafond s'était effondré en partie, créant un puits de lumière. Et directement sous cette ouverture, il y avait une piscine. Une piscine d'eau cristalline, recueillie par la pluie et filtrée par la roche volcanique. Le fou à pieds bleus était là, buvant à grandes gorgées. Harris laissa échapper un cri étranglé de soulagement. Il rampa jusqu'au bord de la piscine, plongea ses mains dans l'eau fraîche et la porta à son visage, à sa bouche. L'eau était pure, sans goût de sel, la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais bue. Il but lentement, prudemment, sachant que boire trop vite pouvait le rendre malade. Mais chaque gorgée était une promesse de vie, une validation de son savoir. Il était resté assis là pendant 1 heure, dans la fraîcheur du tube de lave, buvant et se reposant, tandis que d'autres oiseaux, des fous et même quelques pinsons, venaient boire à leur tour. Il avait suivi les oiseaux, et il l'avait mené au secret le mieux gardé de l'île. Il avait lu leur histoire, et cette histoire lui avait sauvé la vie. Il avait de l'eau. Maintenant, la véritable lutte pour la survie pouvait commencer. Après avoir sécurisé sa source d'eau, Harris passa les 2 jours suivants à établir un camp de base près du tube de lave. Cela lui permit de se réhydrater complètement et de commencer à reprendre des forces. La peur immédiate de la mort s'était estompée, remplacée par la conscience écrasante de sa solitude et de la tâche herculéenne qui l'attendait. Il avait besoin de trouver de la nourriture et un abri plus sûr et plus permanent. Le tube de lave était une source d'eau vitale, mais il était sombre, humide et situé dans une vallée encaissée qui limitait sa vision des environs. Il décida qu'il devait explorer davantage, trouver un point d'observation élevé d'où il pourrait mieux comprendre la topographie de l'île et planifier ses prochains mouvements. Il remplit une bouteille en plastique vide qu'il avait trouvée sur la plage, un triste rappel de la pollution omniprésente, et partit à l'aube, se dirigeant vers la plus haute crête qu'il pouvait voir. La matinée était remplie des sons de l'île. Un concert incessant de pépiments, de trilles et de cris. Pour Harris, ce n'était pas du bruit. C'était de l'information. Dans son travail de terrain, il avait passé des milliers d'heures à écouter et à analyser les vocalisations des oiseaux, une pratique connue sous le nom de bioacoustique. Il savait que le paysage sonore d'un écosystème était aussi révélateur que sa flore ou sa faune visible. Alors qu'il commençait son ascension, traversant une zone de végétation plus dense composée principalement d'arbres à écailles, Scalesia, le son ambiant était ce qu'il appelait une chanson de contentement. Les pinsons de Darwin lançaient leurs appels territoriaux monotones, les moqueurs des Galapagos produisaient leurs mélodies complexes et variées, et les tourterelles des Galapagos roucoulaient doucement depuis les branches. C'était le son d'un écosystème en paix, où chaque créature vaquait à ses occupations. Il atteignit un plateau à mi-hauteur de la crête. La végétation y était plus dense, le sol couvert d'un épais tapis de feuilles mortes. C'est alors que le chœur changea. Le changement fut soudain et dramatique. Le chant mélodieux des moqueurs cessa abruptement. Les pinsons cessèrent leurs appels territoriaux. Pendant 1 seconde, il y eut un silence étrange et tendu. Puis, l'air éclata d'un son complètement différent. C'était une série de cris aigus, rapides et discordants, émis par des dizaines d'oiseaux à la fois. Les pinsons, les moqueurs, même les petits attrape-mouches, tous se joignirent à ce vacarme frénétique. Harris se figea instantanément. Il reconnut immédiatement ce son. C'était un appel de harcèlement, ou mobbing call. C'est le son que les petits oiseaux produisent lorsqu'ils repèrent un prédateur et se rassemblent pour le harceler et attirer l'attention sur sa présence. Ses sens passèrent en état d'alerte maximale. Quelque chose était là, à proximité, et c'était quelque chose que les oiseaux considéraient comme une menace mortelle. Il leva ses jumelles, balayant lentement la zone d'où provenaient les cris les plus intenses. Il s'attendait à voir une buse des Galapagos, le principal prédateur aviaire de l'archipel. Mais les buses chassent généralement en terrain découvert, et cet appel semblait indiquer un prédateur terrestre. Il scruta le sol, cherchant un mouvement dans le sous-bois. Les cris redoublèrent d'intensité, se concentrant sur un groupe de rochers à une trentaine de mètres de lui. C'est là qu'il le vit. Non pas un, mais plusieurs. Une colonie d'iguanes terrestres des Galapagos. Ils étaient beaucoup plus grands et plus massifs que les iguanes marins, avec une peau jaune-brun et des têtes de dinosaures têtus. Ils se déplaçaient lentement, mais Harris savait qu'ils pouvaient être étonnamment rapides et agressifs s'ils se sentaient menacés, et leurs morsures pouvaient être graves. Bien qu'ils ne soient pas une menace directe s'ils gardaient ses distances, leur présence indiquait autre chose. Les iguanes terrestres creusent de profonds terriers pour pondre leurs œufs. Et ces terriers sont souvent partagés ou usurpés par une autre créature, le serpent des Galapagos.
Harris sentit une sueur froide perler sur son front. Le serpent des Galapagos était un constricteur, pas venimeux, mais il pouvait atteindre près de 2 mètres de long et était le principal prédateur des jeunes iguanes, des lézards de lave et des oisillons. Il n'attaquerait probablement pas un humain adulte, mais marcher accidentellement sur l'un d'eux dans ce sous-bois dense pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les oiseaux ne criaient pas après les iguanes, ils criaient après le serpent qui chassait probablement autour de leur nid. Il recula lentement, très lentement, sans jamais quitter des yeux la zone d'où provenait l'alarme. Il fit un large détour, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que le cœur d'alarme s'estompe derrière lui et que le chant normal de la forêt reprenne. L'incident lui avait appris une leçon vitale. L'île n'était pas un Éden. Elle avait ses propres dangers, subtils et cachés. Et les oiseaux étaient son système d'alerte précoce. Ils étaient ses sentinelles. Il atteignit finalement le sommet de la crête, le souffle court mais l'esprit clair. La vue était spectaculaire. Il pouvait voir la quasi-totalité de l'île, ses plages noires, ses vallées arides et ses crêtes volcaniques. Il pouvait voir sa source d'eau et la zone dangereuse qu'il venait de traverser. Il décida que c'est ici qu'il établirait son véritable camp. Sur cette crête exposée, il ne serait peut-être pas aussi bien abrité, mais il serait en sécurité. Il pouvait voir venir le danger, et surtout, il pouvait entendre. Il pouvait écouter le pouls de l'île, interpréter les messages portés par le vent. Le chant des oiseaux n'était plus une simple musique de fond. C'était un rapport de renseignement en temps réel, et Aristorn était devenu son meilleur analyste. Maintenant qu'il avait de l'eau et un emplacement de campement relativement sûr sur la crête, d'où il pouvait observer les allées et venues de l'île, le problème de la nourriture devint sa priorité absolue. Les premiers jours, il avait survécu grâce à ses réserves de graisse et à quelques crabes colorés qu'il avait réussi à attraper sur les rochers, mais ce n'était pas une solution durable. Il devait trouver une source de nourriture fiable et abondante. Sans équipement de pêche ni armes, la chasse était hors de question. Il devait se tourner vers la cueillette. Mais cueillir quoi? La plupart des plantes de l'île lui étaient inconnues, et expérimenter aurait pu être fatal. Une fois de plus, il se tourna vers les oiseaux. Son domaine d'expertise, le sujet de sa thèse de doctorat et de 15 ans de recherche, était l'écologie comportementale des pinsons de Darwin. Il n'y avait probablement personne sur la planète qui connaissait mieux ces oiseaux. Ici, sur cette île inexplorée, cette connaissance académique allait devenir son manuel de survie. Il passa une journée entière à observer les pinsons autour de son campement. Il identifia rapidement plusieurs espèces. Il y avait le pinson à gros bec, Jospiza manirostri, avec son bec massif conçu pour casser de grosses graines dures. Il y avait le pinson chanteur, Certidea olivacea, avec son bec fin et pointu, qui chassait les insectes comme une fauvette. Et surtout, il y avait le pinson des cactus, Jospiza scandant, dont la vie était intimement liée aux imposants cactus opontia qui parsemaient l'île. Il concentra son attention sur ces derniers. Il les observa pendant des heures avec ses jumelles. Il les vit utiliser leur long bec légèrement incurvé pour sonder les fleurs jaunes des cactus, buvant le nectar. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était de les voir s'attaquer aux fruits du cactus, les tunas. Ces fruits, de la taille d'une figue et d'un rouge violacé, étaient couverts de bouquets de glochides, de minuscules épines barbelées presque invisibles, et d'épines plus longues et plus redoutables. Harris savait que tenter de cueillir ces fruits à main nue serait une expérience incroyablement douloureuse. Mais les pinsons avaient trouvé la parade. Ils se posaient adroitement sur les bords des larges feuilles plates du cactus et utilisaient leur bec pour percer la peau épaisse du fruit, extrayant la pulpe rouge et juteuse qui se trouvait à l'intérieur. Harris avait trouvé sa première source de nourriture. S'inspirant des oiseaux, il ne tenta pas de cueillir les fruits. Il utilisa une longue branche pour les faire tomber de la plante. Puis, avec 2 pierres plates, il fit rouler les fruits sur le sol volcanique rugueux, un processus qui arracha la plupart des épines et des glochides. Enfin, avec la pointe d'un éclat de lave tranchant, il ouvrit la peau et découvrit la pulpe. Elle était sucrée, pleine de petites graines croquantes, et incroyablement rafraîchissante. C'était un mélange de pastèque et de kiwi. Il en mangea une douzaine, et sentit l'énergie revenir dans son corps. Ensuite, il s'intéressa aux pinsons chanteurs. Il les suivit alors qu'ils voletaient à travers les branches des arbres Scalesia. Il les vit utiliser leur bec fin comme une pince à épiler pour extraire de petites chenilles vertes et des larves d'insectes des crevasses de l'écorce. Harris surmonta son dégoût initial. Les protéines étaient des protéines. Il imita les oiseaux, retournant les morceaux d'écorce lâche et inspectant le dessous des feuilles. Il récolta une petite poignée de larves et de chenilles. Ce soir-là, il les fit rôtir sur une pierre plate chauffée par son feu. Le goût était étonnamment proche de celui des noix grillées. Sa plus grande découverte alimentaire, cependant, vint des moqueurs.
Il avait remarqué une congrégation inhabituelle de moqueurs sur une plage de sable isolée, de l'autre côté de l'île. Ils ne chantaient pas, ils sautillaient sur le sable, semblant se battre pour des territoires spécifiques et creusant parfois frénétiquement avec leur bec. Intrigué, Harris passa une matinée à les observer de loin. Son expérience lui disait que ce comportement était lié à une source de nourriture concentrée et de grande valeur. Il attendit que la plupart des oiseaux s'éloignent, puis il s'approcha de la zone. Le sable avait été retourné en de nombreux endroits. Il choisit un endroit qui semblait avoir été particulièrement disputé et commença à creuser avec ses mains. À environ 30 cm de profondeur, ses doigts touchèrent quelque chose de lisse et de caoutchouteux. Il dégagea le sable et découvrit une grappe de sphères blanches de la taille d'une balle de ping-pong. C'était un nid de tortues de mer. Une couvée de dizaines d'œufs, une mine d'or nutritionnelle. Ce soir-là, Harris fit un festin. Il fit cuire 2 œufs sur les braises de son feu. Le goût était riche, fort, mais c'était la nourriture la plus substantielle qu'il ait mangée depuis le naufrage. Assis sur sa crête, regardant les étoiles apparaître dans le ciel équatorial, il se sentit profondément reconnaissant envers ses guides à plumes. Les pinsons lui avaient montré les fruits et les insectes. Les moqueurs l'avaient mené à un trésor caché. Il apprenait à penser comme un oiseau, à voir l'île non pas avec les yeux d'un homme perdu, mais avec l'expérience collective de millions d'années d'évolution aviaire. L'île n'était pas stérile, c'était un garde-manger. Il fallait juste savoir lire le menu. Les jours se transformèrent en une routine de survie. Chaque matin, Harry se réveillait avec le soleil, vérifiait son périmètre en écoutant le rapport matinal des oiseaux, puis descendait dans la vallée pour remplir sa bouteille d'eau. Il passait ensuite ses journées à chercher de la nourriture, suivant les leçons que les pinsons et les moqueurs lui avaient enseignées. Il récoltait des fruits de cactus, cherchait des œufs de tortue ou des larves, et passait ses soirées près de son petit feu, à consigner méticuleusement ses observations dans son carnet de terrain. Le temps était resté remarquablement stable, des journées chaudes et ensoleillées, des nuits claires et fraîches. L'île était devenue un monde prévisible, presque confortable dans sa régularité. Mais Harris savait que c'était une illusion. Le climat des Galapagos était notoirement capricieux, capable de passer d'un calme plat à une fureur déchaînée en quelques heures. Il n'avait aucun moyen de connaître les prévisions météorologiques. Son seul baromètre était le ciel, et ses seuls météorologues étaient les oiseaux. Parmi tous les oiseaux de l'île, il portait une attention particulière aux frégates magnifiques. Ces grands oiseaux de mer Noire, avec leur envergure impressionnante et leur queue fourchue distinctive, étaient les maîtres incontestés des airs. Il passait des heures à les regarder, fasciné par leur capacité à planer pendant des heures sans un seul battement d'ailes, utilisant les courants thermiques avec une grâce sans effort. Les mâles, avec leurs poches gulaires rouges vifs qu'ils gonflaient comme un ballon pendant la saison des amours, étaient particulièrement spectaculaires. Un après-midi, alors qu'il était assis sur son perchoir au sommet de la crête, il remarqua un changement subtil dans leur comportement. Habituellement, pendant les heures chaudes de la journée, les frégates montaient très haut dans l'atmosphère, devenant de simples points noirs dans le ciel. Mais aujourd'hui, elles volaient beaucoup plus bas. De plus, au lieu de leur large cercle paresseux, leur trajectoire de vol était plus serrée, plus agitée. Et le plus révélateur de tout, au lieu de rester au-dessus de la mer, la plupart d'entre elles s'étaient déplacées vers l'intérieur de l'île, planant au-dessus des vallées et des crêtes. Pour un observateur occasionnel, ce changement aurait été insignifiant. Pour Harris, c'était une alarme silencieuse. Il connaissait la biologie des frégates. Leurs plumes ne sont pas aussi imperméables que celles d'autres oiseaux de mer, et elles ont du mal à décoller d'une surface d'eau plane. Par conséquent, elles évitent de se poser sur l'océan. Leur maîtrise du vol dépend de leur capacité à lire les courants d'air. Ce comportement de vol bas et agité, et surtout leur déplacement vers l'intérieur des terres, était une stratégie bien documentée pour faire face à une chute rapide de la pression atmosphérique et aux vents turbulents qui précèdent une grosse tempête. Les oiseaux cherchaient refuge avant même que le premier nuage n'apparaisse. Harris scruta l'horizon. Le ciel était encore d'un bleu presque parfait, avec seulement quelques fins cirrus à l'ouest. Il n'y avait pas de vent. Aucune indication visible d'un changement de temps. Il aurait été facile d'ignorer les oiseaux, de faire confiance à ses propres sens. Mais il avait appris à faire confiance à des millions d'années d'instinct de survie aviaire plutôt qu'à son propre jugement limité. Les frégates disaient qu'une tempête arrivait. Il allait les écouter. Il passa le reste de l'après-midi dans une frénésie d'activité. Il descendit une dernière fois au tube de lave et remplit non seulement sa bouteille, mais aussi plusieurs grandes carapaces de tortues qu'il avait nettoyées pour servir de récipient de stockage. Il récolta une grande quantité de fruits de cactus et d'œufs, assez pour tenir 2 ou 3 jours. Son abri était un simple appentis de branches et d'écorces, adossé à un rocher. Il passa des heures à le renforcer, ajoutant des branches plus lourdes,
entassant des pierres à la base et tissant une paroi plus dense pour le protéger du vent. Il rassembla également une grande pile de bois sec et la rentra à l'intérieur de l'abri pour la garder au sec. À la tombée de la nuit, le ciel avait commencé à changer. Les fins nuages s'étaient épaissis en une couche grise et menaçante à l'horizon. Le vent se leva, d'abord une brise fraîche, puis des rafales de plus en plus fortes qui sifflaient sur la crête. Harris se cala dans son abri renforcé, son petit feu crépitant à l'entrée. Les frégates avaient disparu, probablement réfugiées dans les arbres les plus abrités de la vallée. La tempête frappa juste après minuit. Ce fut une explosion de violence. La pluie tombait en nappes horizontales, martelant son abri. Le vent hurlait comme une âme en peine, secouant la structure jusqu'à ses fondations. Des éclairs illuminaient la scène, révélant une mer déchaînée et des arbres se tordant sous la force du vent. Harris resta blotti à l'intérieur, protégeant sa petite flamme, écoutant la fureur du monde extérieur. S'il avait été surpris sur la plage ou dans la vallée, il aurait été en grand danger, exposé à la pluie battante, au vent glacial et aux chutes de branches. La tempête fit rage toute la nuit et une bonne partie de la journée suivante. Quand elle se calma enfin, laissant place à un ciel lavé et à un air frais, Harris sortit. Le paysage était transformé. Des arbres étaient tombés, la plage était jonchée de nouveaux débris. Son abri avait tenu bon, à peine. Il était trempé et épuisé, mais il était en sécurité. Il leva les yeux vers le ciel. Une par une, les silhouettes noires des frégates réapparurent, s'élevant sans effort sur les courants d'air post-tempête, reprenant leur patrouille silencieuse dans le ciel. Harris leur fit un signe de tête respectueux. Elles avaient été son baromètre, ses prophètes à plumes. Elles lui avaient encore une fois sauvé la vie, non pas en lui montrant où aller, mais en lui disant quand ne pas bouger. Il avait appris une autre leçon fondamentale de l'île. La survie ne consistait pas seulement à trouver des ressources, mais aussi à savoir quand se cacher de la fureur de la nature. Les semaines se succédaient, chacune marquée par la même routine implacable. L'eau, la nourriture, l'entretien de l'abri, la vigilance. Harris avait survécu. Son corps s'était endurci, sa peau tannée par le soleil, ses mains calleuses. Il connaissait les rythmes de l'île, les marées, les moments où les oiseaux étaient les plus actifs, les endroits où trouver les fruits les plus mûrs. Il avait maîtrisé les aspects physiques de sa survie. Mais une autre forme d'érosion, plus insidieuse, avait commencé son œuvre, l'érosion de son esprit. La solitude était devenue une présence tangible, un compagnon silencieux qui s'asseyait à côté de lui près du feu la nuit. Il se surprenait à avoir de longues conversations à voix haute avec lui-même, simplement pour entendre le son d'une voix humaine. Les souvenirs de son ancienne vie, le bourdonnement d'un laboratoire, le rire de ses étudiants, le simple fait de s'asseoir dans un café, lui revenaient avec une clarté douloureuse. Il était un animal social, et son isolement le rongeait de l'intérieur, le dépouillant de son humanité, le réduisant à une simple machine à survivre. Le désespoir, qu'il avait tenu à distance par une activité constante, commençait à trouver des failles dans son armure. Un jour, alors qu'il explorait une partie de l'île qu'il n'avait pas encore visitée, une plaine de lave plate et aride près de la pointe sud, il tomba sur un spectacle qui le figea sur place. La plaine n'était pas vide. Elle était couverte de dizaines, peut-être de centaines, d'albatros des Galapagos, les plus grands oiseaux de l'archipel. Il avait atterri sur leur unique lieu de nidification au monde. Et il était arrivé en pleine saison des amours. Ce qui se déroulait devant lui était l'une des parades nuptiales les plus complexes et les plus belles du règne animal. Des couples d'albatros se faisaient face et exécutaient une danse extraordinairement ritualisée. Ils se saluaient en balançant la tête d'un côté à l'autre. Ils faisaient rapidement claquer leurs longs becs jaunes l'un contre l'autre, produisant un son de castagnette rapide et rythmé. Ils pointaient leurs becs vers le ciel en émettant un long haut plaintif. Ils se dandinaient en cercle, se touchant le bec, se licentaient mutuellement les plumes. Chaque mouvement était précis, chorégraphié, une conversation silencieuse perfectionnée au fil de milliers de générations. C'était un spectacle d'une grâce, d'une tendresse et d'une complexité à couper le souffle. Harris s'assit sur un rocher, à distance respectueuse, et sortit ses jumelles. Les larmes lui montèrent aux yeux et se mirent à couler librement sur ses joues sales. Il ne pleurait pas de tristesse, mais d'une émotion écrasante qu'il ne pouvait nommer. C'était un mélange de beauté, d'émerveillement et de connexion profonde. Dans cette danse, il ne voyait pas seulement des oiseaux exécutant un programme instinctif. Il voyait un miroir de tout ce qui lui manquait. Il voyait le partenariat, la loyauté, les albatros sont monogames et s'accouplent pour la vie, la communication, le rituel, la communauté. Il voyait la continuité de la vie, l'effort incroyable déployé non pas pour la simple survie d'un individu, mais pour la création d'une nouvelle vie. C'était un antidote puissant au solipsisme de sa propre lutte. Sa survie semblait soudainement égoïste et sans but en comparaison. Il resta là toute la journée, oubliant la faim,
la soif, sa solitude. Il était captivé, hypnotisé. Il cessa d'être Harris le naufragé. Il redevint le docteur Thorne, le naturaliste, l'observateur émerveillé de la beauté du monde. La science et l'émotion fusionnèrent. Il sortit son carnet de terrain, non pas pour noter des informations de survie, mais pour faire ce qu'il aimait le plus. Il commença à dessiner les oiseaux, à noter les subtilités de leur danse, à transcrire phonétiquement leurs appels. Son écriture, qui était devenue purement fonctionnelle, redevint celle d'un scientifique passionné. Ce jour-là, au milieu de la danse des albatros, quelque chose changea en lui. La lutte pour la survie avait été une question de comment. Comment trouver de l'eau, comment trouver de la nourriture. Mais les albatros lui avaient rappelé le pourquoi. Pourquoi la vie valait la peine d'être vécue. Pour la beauté, pour la connaissance, pour la connexion. Quand il retourna à son camp ce soir-là, le poids de la solitude semblait plus léger. Il n'était pas seul. Il était entouré de millions de vies, chacune avec sa propre histoire, sa propre danse. Il avait un nouveau but, qui allait au-delà de sa propre survie. Il était le seul témoin humain de cette colonie, sur cette île inexplorée. Il avait le devoir de documenter, de comprendre, de préserver ce qu'il voyait. Son travail de scientifique n'était pas terminé, il venait de commencer. Les albatros ne lui avaient pas montré où trouver de la nourriture pour son corps, mais ils lui avaient donné une nourriture bien plus essentielle pour son âme. Ils lui avaient redonné son humanité. L'expérience avec les albatros avait ravivé la flamme intellectuelle d'Harris. Sa survie n'était plus une fin en soi, mais un moyen de poursuivre son véritable travail. Il se lança dans un projet ambitieux, réaliser la première étude ornithologique systématique de son île. Chaque jour était consacré à une nouvelle expédition, à une nouvelle observation. Il cartographia les territoires des moqueurs, étudia le régime alimentaire des différentes espèces de pinsons et passa des heures à documenter les comportements de nidification de la colonie de fous à pieds bleus. Son carnet de terrain se remplit de notes précises et de croquis détaillés. Ce travail lui donnait un but et une structure, repoussant les fantômes de la solitude et du désespoir. Il n'était plus un prisonnier de l'île, il en était le conservateur. C'est au cours de cette étude systématique qu'il fit une observation qui allait tout changer. Il s'était intéressé à une petite colonie de cormorans aptères, une autre espèce endémique des Galapagos. Ces oiseaux étranges, avec leurs ailes rabougries et inutiles pour le vol mais leurs puissantes pattes pour la natation, nichaient sur un affleurement rocheux balayé par les vagues, sur la côte ouest de l'île. Leurs nids, de grandes structures en forme de coupe, étaient généralement construits avec des algues, des brindilles et tout ce que la mer déposait à leur portée. Alors qu'il observait un couple en train de consolider son nid, il remarqua, à travers ses jumelles, des couleurs qui n'avaient rien à faire là. Des éclats de bleu vif, de rouge et de vert étaient entrelacés avec les algues sombres. Intrigué, il attendit que les oiseaux partent pêcher, puis il s'approcha prudemment pour examiner le nid de plus près. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Les couleurs vives provenaient de fragments de plastique. Des morceaux de bouchons de bouteilles, des fragments d'un vieux seau, des bouts de filets de pêche en nylon. Les oiseaux avaient incorporé les détritus de la civilisation moderne dans la structure même de leur foyer. Il examina d'autres nids et constata le même phénomène. Un nid contenait même une vieille brosse à dents, un autre un morceau de sandale en caoutchouc. Au début, Harris ressentit une profonde tristesse. C'était la preuve tangible que même cet endroit, si éloigné et apparemment vierge, n'était pas à l'abri de la souillure de l'humanité. La pollution plastique avait atteint même ce sanctuaire perdu. Mais alors qu'il continuait à examiner les débris, une autre pensée, plus excitante, commença à se former dans son esprit. Ces débris n'étaient pas anciens. Le plastique était décoloré par le soleil et usé par la mer, mais il n'était pas fossilisé. Il s'agissait de déchets relativement récents. De plus, la concentration et la variété des objets suggéraient quelque chose d'important. Cela signifiait que l'île se trouvait sur la trajectoire d'un courant océanique majeur, un gyre, qui concentrait les débris flottants. Et si un courant transportait des déchets, il pouvait aussi transporter un bateau. Plus important encore, la présence de filets de pêche et de bouées suggérait qu'il n'était peut-être pas si loin des zones de pêche commerciale. Poussé par cette nouvelle idée, il passa les jours suivants à patrouiller les plages après chaque marée haute, non plus à la recherche de nourriture, mais de messages du monde extérieur. Il trouva une bouteille de lessive avec une étiquette en japonais, une bouée de pêche avec des inscriptions coréennes, et le plus révélateur de tous, une caisse en bois brisé portant le nom d'un port de pêche de Manta, en Équateur. Le monde extérieur n'était plus un souvenir lointain et inaccessible. Il était là, à la dérive, envoyant des morceaux de lui-même jusqu'à ses rivages. L'océan, qu'il avait isolé, était aussi son seul lien potentiel avec la civilisation. Les cormorans, dans leur ignorance, lui avaient fourni la première preuve tangible qu'il n'était pas dans une dimension parallèle,
mais simplement perdu dans un coin très reculé de son propre monde. Cette révélation changea radicalement sa perspective. Jusqu'à présent, il s'était concentré sur une stratégie de survie à long terme, s'imaginant peut-être passer des années sur cette île. Maintenant, une nouvelle possibilité, plus audacieuse, s'ouvrait à lui, le sauvetage actif. Il ne devait plus simplement attendre. Il devait agir. Il devait trouver un moyen de se signaler, d'envoyer son propre message dans le courant. Les oiseaux lui avaient montré le chemin de l'eau, de la nourriture, de la sécurité et de la raison. Maintenant, en utilisant les déchets que les oiseaux lui avaient montrés, il lui avait indiqué une nouvelle direction, le chemin du retour. Son étude de l'île n'était pas seulement une entreprise scientifique, elle était devenue une mission de reconnaissance, une analyse de sa prison pour en trouver les failles. Il se sentait revigoré, animé d'un nouvel espoir, non plus l'espoir passif de voir un jour un navire, mais l'espoir actif de pouvoir attirer son attention. Il ne lui restait plus qu'à trouver comment. L'idée d'un sauvetage actif avait pris racine dans l'esprit d'Harris, se transformant en une obsession calculée. Il devait se rendre visible. La méthode la plus évidente était un signal de fumée. Un grand feu produirait un panache visible à des kilomètres en mer. Mais il savait que ce n'était pas si simple. Un simple panache de fumée pouvait facilement être confondu avec un nuage bas ou de la brume, surtout dans l'archipel des Galapagos, souvent couvert par la garua. De plus, le vent pouvait disperser la fumée, la rendant inefficace. Il avait besoin d'un signal indubitable, puissant et concentré. Il avait besoin que sa fumée monte droit vers le ciel. Pendant des jours, il réfléchit au problème, en arpentant son territoire sur la crête. Et comme toujours, la réponse lui vint des oiseaux. Plus précisément, des buses des Galapagos. Ces grands rapaces, souvent appelés à tort vautours, étaient les maîtres des courants aériens de l'île. Harris passait des heures à les observer, non plus pour la beauté de leur vol, mais pour la physique qui le sous-tendait. Il remarqua que les buses se rassemblaient souvent au-dessus de certains endroits de l'île, généralement les pentes volcaniques sombres exposées au soleil du matin. Là, elles montaient sans effort en cercle, s'élevant de plus en plus haut jusqu'à devenir de simples points dans le ciel. Elles exploitaient les colonnes d'air chaud ascendantes, les courants thermiques. Le soleil chauffait la roche volcanique sombre, qui à son tour chauffait l'air juste au-dessus. Cet air chaud, moins dense, s'élevait, créant un ascenseur invisible que les oiseaux utilisaient pour prendre de l'altitude sans dépenser d'énergie. Une idée audacieuse et brillante commença à se former dans son esprit. Et s'il ne se contentait pas de faire un feu, mais qui le faisait au bon endroit? S'il construisait son bûcher directement au-dessus d'un de ces points chauds, à la base d'une de ces cheminées thermiques naturelles? En théorie, la colonne d'air chaud ascendante ne se contenterait pas de disperser la fumée. Elle l'attraperait, la canaliserait et la propulserait verticalement dans l'atmosphère, créant un pilier de fumée dense, droit et incroyablement visible. Les oiseaux lui avaient montré les autoroutes invisibles du ciel. Il allait les emprunter. Il passa les jours suivants à faire des repérages, observant les buses avec une attention accrue. Il identifia un endroit parfait, une large pente de lave noire et nue sur le flanc et de l'île, un endroit qui recevait le plein soleil du matin et où il voyait régulièrement au moins une douzaine de buses tournoyer. C'était là qu'il construirait son bûcher. La tâche était monumentale. Il passa plus d'une semaine à transporter du bois. Il rassembla tout ce qui pouvait brûler, du bois flotté sec de la plage, des branches mortes de la forêt de Scalesia, même les carcasses séchées de cactus. Il construisit un bûcher de près de 3 mètres de haut, une structure soigneusement agencée, avec un cœur d'amadou et de petites brindilles, entouré de branches de plus en plus grosses. Il y ajouta des paquets de feuilles vertes et d'algues humides, non pas pour le combustible, mais pour produire une fumée blanche, épaisse et contrastant fortement avec le ciel bleu. Puis il attendit. Il attendit les conditions parfaites. Il lui fallait une journée exceptionnellement claire, sans nuages à l'horizon, et une brise légère mais constante venant de la mer, qui aiderait à alimenter le feu sans disperser la fumée avant qu'elle n'atteigne la colonne thermique. Après 3 jours d'attente, le matin parfait arriva. Le ciel était d'une clarté absolue. Harris se leva avant l'aube, le cœur battant d'un mélange de trac et d'excitation. Il gravit la pente jusqu'à son bûcher. Avec sa lentille de fortune, qu'il avait fabriquée avec le fond d'une bouteille en plastique remplie d'eau, il utilisa les premiers rayons du soleil pour allumer l'amadou. Le feu prit lentement, puis avec une soudaineté féroce. La fumée commença à s'élever, d'abord en un filet paresseux, puis en un nuage de plus en plus dense. Harris recula, observant avec anxiété. Au début, la fumée dérivait avec la brise, et son cœur se serra. Mais alors que le soleil chauffait la pente de lave et que la thermique commençait à se former, le miracle se produisit. La colonne de fumée cessa de dériver horizontalement. Elle fut attrapée par le courant ascendant. Elle se redressa, se resserra et commença à monter tout droit, comme si elle était aspirée par le ciel. Un pilier parfait,
épais et blanc, s'élevant vers le zénith. Et puis, un autre phénomène se produisit, un bonus auquel il n'avait osé rêver. Les buses, attirées par la colonne d'air chaud encore plus puissante que d'habitude, commencèrent à arriver. Une, puis deux, puis une dizaine. Elles pénétrèrent dans la colonne de fumée et commencèrent à monter en cercle à l'intérieur, leurs silhouettes sombres tournoyant dans le pilier blanc. Elles n'attiraient pas seulement l'attention sur la fumée, elles en faisaient partie, la transformant en un signal encore plus étrange et indubitable. Un signal qui ne pouvait pas être naturel. Harris courut jusqu'au sommet de sa crête d'observation. Il leva ses jumelles et commença à balayer l'horizon, encore et encore. Il ne voyait que l'immensité bleue de l'océan. La fumée continuait de monter, les oiseaux continuaient de danser leur ballet aérien. Il attendit. Des heures passèrent. Le bûcher commença à se consumer. Le doute commença à s'installer. Puis il le vit. Un point minuscule. Un éclat de lumière là, où il ne devrait pas y en avoir. Il ajusta la mise au point, ses mains tremblantes. Le point se précisa. Ce n'était pas une vague. C'était la lumière du soleil se reflétant sur du métal et du verre. C'était un bateau. Et il se dirigeait vers l'île. Harris tomba à genoux, les jumelles pressées contre ses yeux, regardant le petit point grandir. Il avait lu les oiseaux. Il avait lu leur vol, leur chant, leur nid, leur danse. Et dans leur langage, il avait trouvé le chemin de l'eau, de la nourriture, de la sécurité, de l'espoir, et finalement, du salut. Le pilier de fumée et de plumes s'élevait toujours derrière lui, un dernier message, un adieu reconnaissant à ses guides silencieux.